Ambrose Bierce, le club des parenticides. 5 histoires. Celle-ci s'intitule « L'incendie imparfait ». Tôt le matin, un jour de juin 1872, je tuai mon père. Un geste qui me laissa une profonde impression sur le moment. C'était avant mon mariage, alors que je vivais avec mes parents dans le Wisconsin. Mon père et moi étions dans la bibliothèque de notre maison, partageant les fruits d'un cambriolage que nous avions effectué cette nuit-là. Cela consistait principalement en objets domestiques et les partager de façon équitable n'était pas une opération facile. Nous nous accordâmes sans problème sur les nappes, serviettes, ce genre de choses. L'argenterie aussi fut aisée à répartir à égalité. Mais vous pouvez constater par vous-même que si vous devez partager en deux et sans reste une unique boîte à musique, vous aurez du mal. C'est cette boîte à musique qui créa le désastre et apporta la disgrâce sur notre famille. Si nous l'avions laissée, mon pauvre père vivrait encore. C'était une pièce d'artisanat exquise et magnifique, marquetée de bois précieux et très curieusement sculptée. Non seulement elle pouvait jouer une grande quantité d'air, mais pouvait siffler comme un merle, aboyer comme un chien, faire le coq chaque matin au lever du jour, qu'elle soit remontée ou non, et réciter les 10 commandements. Ce fut cette dernière qualité mentionnée qui suscita le coup de cœur de mon père et le fit commettre le seul acte déraisonnable de toute sa vie, encore qu'il en eût peut-être commis d'autres s'il avait été épargné. Il tenta de me dissimuler la boîte à musique et déclara sur son honneur que nous ne l'avions pas prise. Alors que je savais très bien, pour ce qui m'en concernait, que nous n'avions entrepris ce cambriolage que dans le but de se l'approprier. Mon père avait caché la boîte à musique sous son manteau. De grands manteaux dont nous nous étions vêtus pour nous déguiser. Il m'avait solennellement assuré qu'il ne s'en était pas emparé. Je savais qu'il l'avait fait, et je savais quelque chose qu'à l'évidence il ignorait, à savoir que la boîte ferait le coq à l'arrivée du jour et le trahirait si je pouvais prolonger la division de nos profits jusqu'à ce moment-là. Tout se passa comme prévu. Sitôt que la lumière du gaz commença à pâlir dans la bibliothèque et que la forme des fenêtres se distingua nettement derrière les rideaux, un long cocorico surgit d'en dessous le manteau du gentleman, suivi par quelques mesures d'un aria de Tannhäuser et finissant par un clic très fort. Une petite hache à main dont nous nous étions servis pour fracturer la malheureuse maison était entre nous sur la table. Je m'en saisis. Le vieil homme, voyant qu'aucun arrangement n'était plus possible, prit la boîte d'en dessous son manteau et la posa sur la table. « Coupe-la en deux, si c'est ce que tu préfères. J'ai juste tenté de la sauver de la destruction. » Mon père était un amoureux passionné de musique et jouait lui-même du concertina avec expression et élégance. Je répondis « Je ne mets pas en doute la pureté de tes intentions. Ce serait présomptueux à moi de contester le jugement de mon père. Mais les affaires sont les affaires et avec cette hache, je veux marquer la dissolution de notre association, à moins que tu acceptes que dans tous nos futurs cambriolages, de porter des grelots de polichinelle. » « Non, reprit-il après un instant de réflexion. Non, j'en serais incapable. Cela ressemblerait à un aveu de malhonnêteté. Les gens diraient que tu te méfies de moi. » Je ne pus me retirer d'admirer son esprit et sa sensibilité. À ce moment, je fus fier de lui, et j'étais prêt à lui pardonner sa faute, mais un regard à la riche orfèvrerie de la boîte à musique me décida. Et comme je l'ai dit,
je relevai le vieil homme de sa patience dans notre vallée de larmes. L'ayant fait, je me sentis cependant mal à l'aise. Non seulement il était mon père, l'auteur de mes jours, mais le corps serait certainement découvert. Il faisait maintenant plein jour, et ma mère pouvait entrer dans la bibliothèque à n'importe quel instant. Dans ces circonstances, je pensais opportun de me débarrasser d'elle aussi, ce que j'accomplis donc. Puis je rendis leur compte aux domestiques et me débarrassai d'eux. L'après-midi, je me rendis à la police, expliquant au capitaine ce que j'avais fait et lui demandant conseil. Il m'aurait été très pénible que ces faits soient publiquement connus. Ma conduite aurait été généralement condamnée. Et si jamais cela s'apprenait, les journaux se seraient montés contre moi. Le capitaine fut sensible à la force de ses considérations. Il était lui-même un assassin de grande compétence. Après avoir consulté le juge principal de la cour d'assises, il me recommanda de dissimuler les corps dans une des armoires à livres, de souscrire une forte assurance sur la maison et d'y mettre le feu, ce que je m'employais à faire et bien faire. Dans la pièce qui servait de bibliothèque, il y avait une armoire que mon père avait récemment achetée auprès d'une sorte d'inventeur loufoque et qu'il n'avait pas encore remplie de livres. Elle était de la forme et de la taille de ces anciennes garde-robes qu'on trouvait autrefois dans les chambres sans toilette et s'ouvrait par le milieu, comme la chemise de nuit d'une dame. Elle avait des portes vitrées. J'avais laissé mes parents allongés et ils étaient assez raides maintenant pour tenir debout. Aussi, je les installai dans l'armoire, dont j'avais démonté les étagères à livres, je la verrouillai et posai des rideaux sur la porte vitrée. L'inspecteur de l'assurance passa devant elle une demi-douzaine de fois sans se douter de rien. La nuit suivante, ayant signé ma police d'assurance, je mis le feu à la maison et partis à travers bois jusqu'à la ville, à 3 kilomètres de là, où je m'arrangeais pour qu'on me trouve au moment où l'excitation était à son comble. Avec des pleurs d'appréhension pour le destin de mes parents, je me joignis à la foule et nous arrivâmes devant le brasier 2 heures après que je l'eus allumé. Toute la ville était là quand j'arrivai, hors d'haleine. La maison avait entièrement brûlé. Mais tout au bout, sur son lit de charbons ardents, droite, intacte, il y avait cette armoire. Les rideaux avaient brûlé, révélant les portes vitrées, à travers lesquelles la terrible lueur rouge illuminait leur intérieur. Là se tenait mon défunt père, vêtu des mêmes habits qu'il portait habituellement, et à ses côtés la douce moitié de ses joies et chagrins. Pas un de leurs cheveux n'avait roussi, et leurs vêtements étaient intacts. Sur son front et sur sa gorge, les blessures que dans l'accomplissement de mes desseins j'avais été contraint de leur infliger étaient flagrantes. Comme en présence d'un miracle, la foule était coite. La crainte et la terreur clouaient toutes les langues. Moi-même en fus grandement affecté. 3 ans plus tard, environ, alors que les événements relatés ici s'étaient dissous dans ma mémoire, je me rendis à New York pour aider à transférer des titres de bourse contrefaits. Regardant par hasard la vitrine d'un marchand de meubles, un matin, je découvris l'exacte réplique de l'armoire aux livres. Je l'ai acheté une bouchée de pain à un inventeur à la retraite, m'expliqua le vendeur. Il prétend qu'elle est à l'épreuve des flammes, les portes du bois ayant été remplies d'aluminium sous pression hydraulique et les vitres faites d'amiante. Comme je ne peux vous garantir qu'elle soit inflammable, je vous la laisse pour le prix d'une armoire d'une bibliothèque ordinaire. « Non, je répondis,
si vous ne pouvez pas me garantir qu'elle soit à l'épreuve du feu, je n'en veux pas. » Et je lui souhaitais bien le bonjour. Je n'en aurais voulu à aucun prix. Cela me remettait en mémoire quelque chose d'excessivement désagréable. C'est la magie d'Ambrose Bierce. Le livre est disponible sur Tiers Livre. Et si vous cherchez, juste là-haut, au-dessus, dans la petite barre YouTube, Huile de chien, ou encore mieux, Ambrose Bierce, B-I-E-R-C-E, Huile de chien, vous aurez une deuxième histoire de son club des parenticides. C'est bien aussi de se raconter des histoires de temps en temps. Moi, je les aime. Pas forcé d'en faire autant.